Ouais. Voilà, merci encore. Merci, Monsieur le Président. Merci Sylvain pour cette ensemble de questions. On va passer la parole à Stéphane Caro. Stéphane, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens à vous féliciter, Jean-Baptiste, pour votre présentation qui était vraiment très claire et qui m'a vraiment permis de mieux comprendre certains points de votre manuscrit. Et j'ai effectivement apprécié la qualité de la présentation également, et puis l'élocution aussi qui était très bonne pour bien adapter à votre soutenance de thèse. Je tiens également à remercier vos encadrants et encadrantes, donc Hélène, Benjamin et Benoît, de m'avoir invité à rapporter vos travaux. J'ai trouvé le manuscrit un peu comme Sylvain, très agréable à lire. Je l'ai trouvé très clair. Après, voilà, donc je vous ai déjà fait part de quelques commentaires dans mon rapport. Je reviendrai sur certains d'entre eux. Mais tout d'abord, j'ai vraiment apprécié que vous, dans la première partie de la présentation, que vous resituiez bien le contexte de vos travaux. Donc, je trouve que, en tant que doctorant, si j'avais été à votre place, je pense fortement apprécier d'être impliqué dans un tel projet international, ou bilatéral entre la Chine et la France. Je trouve vraiment, donc je sais pas qui a monté le projet, mais en tout cas, je félicite ces personnes qui ont monté ce projet pour avoir effectivement mis dans un même projet des utilisateurs de la triptéore et des utilisateurs de la trimule. Je pense qu'effectivement, c'est un projet que je trouve très, très stimulant et en plus très appliqué. Donc, à titre personnel, j'aurais vraiment bien aimé être à votre place pour faire une thèse sur un tel sujet dans un tel projet. Donc là, j'ai mieux compris avec la présentation du contexte dans votre présentation, donc quelle a été votre implication dans ce projet. Je l'avais beaucoup moins compris à la lecture du manuscrit. Mais là, j'ai bien compris que vous avez passé un certain temps en Chine pour étudier la machine, la trimule, et pour faire des essais sur la trimule. C'est bien cela ? C'est ça, en effet. Voilà, donc là, maintenant je vais directement, donc je vois que Sylvain a posé déjà pas mal en grande partie d'accord avec toutes les questions qui ont été posées par Sylvain. Donc il a déjà posé certaines des questions que je comptais vous poser, mais il m'en reste encore. Premièrement, donc je trouve, alors voilà, ça c'est vraiment pour tous les côtés positifs. Maintenant, j'ai quand même quelques petites réserves sur vos travaux, ou peut-être quelques incompréhensions de ma part. J'ai pas bien compris la motivation de vos travaux. Donc, en 2 mots, est-ce que vous pouvez me rappeler quelle est la motivation de ces travaux ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Quel est le gain que vous visez à travers ces travaux ? Alors, ces travaux, c'est vraiment l'amélioration de la compréhension du modèle géométrique des machines à structure parallèle hyperstatique. C'est plus de 2 mots. Mais c'est vraiment essayer d'aller dans une machine qui est déjà assemblée, qui est déjà en fonctionnement, qui usine de temps en temps, par exemple celle de Sigma, de pouvoir aller vérifier les dimensions les paramètres géométriques de la machine. Voilà. Donc, est-ce que la motivation principale, c'est d'améliorer la précision d'usinage avec cette machine ? Est-ce que c'est ça la motivation, oui ou non ? Oui. Voilà. Donc, à mon avis, ça, il faut le dire clairement. Je pense que quand vous présentez, il faut vraiment bien présenter le contexte. Alors, le contexte, effectivement, partenarial, il est plus clair maintenant. Par contre, la motivation de vos travaux de recherche, pour moi, elle n'est pas clairement présentée, ni aujourd'hui, ni dans votre manuscrit. D'accord. Donc, généralement, quand on parle de modélisation, alors là, vous parlez donc, je vais me permettre de faire un petit point, là, vous parlez de structure. Généralement, on parle d'architecture, d'architecture parallèle. Dans le jargon roboticien, on ne parle pas de structure parallèle, mais d'architecture parallèle. Une structure, ça par définition, c'est quelque chose qui est fixe. Alors que là, vous étudiez un élément qui est mobile. On parle d'architecture robotique. Donc ça, c'est une question de terminologie, mais qui a quand même son importance. Voilà. Donc, et aujourd'hui, voilà, c'est au niveau de la modélisation géométrique, dans la communauté, il y a eu plein de travaux
y compris sur la modélisation des architectures parallèles hyperstatiques. Et du coup, donc, d'une manière générale, moi je trouve, donc ça c'est un commentaire un peu négatif, je trouve que vous n'avez pas, d'un point de vue état de l'art, vous n'avez pas suffisamment, à mon sens, étudié. Donc, aujourd'hui, il existe plein de méthodes dans la littérature pour résoudre un problème certes complexe, mais résoudre le modèle géométrique direct de machines d'architecture parallèles, qu'elles soient isostatiques ou hyperstatiques. Je vais en citer certaines d'entre elles. Les méthodes basées sur l'algèbre géométrique, vous n'en parlez pas. Base de Gromner, avez-vous étudié cette approche? Non. Base de Gromner. Donc c'est très utilisé, c'est une technique très utilisée pour résoudre le modèle géométrique direct de machines d'architecture parallèle. Les méthodes de continuation, les avez-vous étudiées? J'ai vraiment pas... Méthode de continuation. Et dernièrement, j'en citais une troisième qui peut également être intéressante pour résoudre ce type de problème, bien que chronophage en temps de calcul, l'analyse par intervalle. Vous avez cité les travaux de David Danet, Oui. et il me semble que David a eu recours à des méthodes d'analyse par intervalle. Et du coup, moi je pense que, comme a dit Sylvain, vous ne pouvez pas tout faire dans une thèse de doctorat. Par contre, ce qui est très important, c'est de bien étudier l'état d'art, et de bien situer vos contributions par rapport à cet état d'art. C'est vrai que j'ai pas beaucoup... Et ça, clairement, aujourd'hui, quand on voit l'état de l'art, vous avez bien étudié les travaux qui ont été faits à Clermont-Ferrand, les travaux passés à Clermont-Ferrand sur les machines d'architecture parallèle et notamment dédiées à des opérations d'usinage, ce qui est très bien, mais il existe plein de travaux à côté. Oui. Au niveau national et au niveau international. Et là, je trouve que dans votre manuscrit, ça manque, ce positionnement manque cruellement. Et voilà. Donc après, je pense que ça serait bien. Donc, encore une fois, on ne peut pas tout faire, mais la résolution de modèle géométrique. Bien souvent, vous dites le modèle géométrique inverse a été étudié, le modèle géométrique direct beaucoup moins. Et c'est vrai parce que bien souvent, déjà pour commander une machine, quand on génère les trajectoires dans l'espace cartésien, eh ben, on a besoin que du modèle géométrique inverse. Donc pour beaucoup de tâches, le modèle géométrique inverse suffit. D'accord, et ça nous arrange parce que le modèle géométrique direct est bien souvent beaucoup plus compliqué à résoudre. Néanmoins, il existe plein de méthodes dans la littérature pour résoudre ce fameux modèle géométrique direct. Que la machine soit hyperstatique ou non. Oui. Donc voilà, donc je sais pas, du coup, je voulais juste simplement savoir si vous aviez étudié ces différentes approches. Et en tout cas, pour les travaux futurs, moi je pense que ça vaut vraiment. Je garantis, en aucun cas, je garantis qu'en utilisant l'algèbre géométrique, on va réussir à résoudre le modèle géométrique direct de cette machine. Oui. Mais au moins, en gros, l'avantage de ces outils, c'est qu'ils permettent de conduire, que ce soit la méthode l'algèbre géométrique, voire la méthode de continuation, ils permettent au moins d'explorer déjà toutes les solutions au modèle géométrique direct. Et par ailleurs, ces méthodes permettent d'obtenir des solutions sous forme explicite. D'accord. Voilà, donc ça c'était une remarque un peu générale sur la position de vos travaux par rapport à cet état de l'art. Donc ce serait bien, on va peut-être rediscuter après, mais au moins que vous rappeliez et que vous fassiez à un moment référence à ces travaux dans votre manuscrit, qui, j'en suis persuadé, sera repris par beaucoup de personnes après votre thèse. Donc ce serait quand même dommage de ne pas faire référence à ces travaux. Une question sur la définition de l'hyperstatisme. Qu'est-ce que l'hyperstatisme pour vous? Alors. Et comment, premièrement, et si je reprends les équations en 3.1 et 3.2 de votre manuscrit, d'où viennent ces équations? Alors, j'ai première question déjà. Oui. Alors, l'hyperstatisme, c'est ce qui... Comment dire? Il y a plusieurs façons de le voir.
à l'hyperstatisme. Après, là, du coup, premier début de réponse, les formules que j'ai utilisées, c'est les formules académiques qui définissent l'hyperstatisme. Après, du coup, l'hyperstatisme, ça va être des conditions géométriques, dans notre cas, qui vont être nécessairement... ça va être des conditions géométriques, par exemple, entre des liaisons. C'est l'exemple des deux liaisons pivot-glissants qui sont en parallèle. Il faut qu'elles soient vraiment parallèles pour pouvoir réaliser, pour que le mouvement soit possible. Du coup, c'est dans ma thèse, c'est cette vision-là de l'hyperstatisme que j'ai pris en compte. Qu'on développe un peu plus tard. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Par contre, ça serait bien d'être un peu plus précis. Déjà, donc voilà. Donc c'est important parce que c'est quand même un mot-clé de votre thèse. Oui. Donc c'est une notion qui n'est pas toujours facile à expliquer. Non. Mais voilà, donc en ayant travaillé 3 ans sur le sujet, c'est quelque chose que, voilà, même quand vous communiquez vos travaux plus tard, c'est important de bien définir, d'avoir une définition très claire de ce qu'est l'hyperstatisme. Et effectivement, globalement, l'hyperstatisme, dès lors qu'un paramètre géométrique varie, théoriquement, la machine ou le mécanisme, on ne peut plus l'assembler. Oui. C'est ça. Alors la question, c'est, donc là vous avez travaillé, donc d'après la définition que vous donnez dans votre manuscrit, je ne les contredis pas, cette définition. Par contre, quand vous intégrez une formule, c'est toujours très important de citer la source. Quand bien même ces formules, vous les utilisez depuis le lycée. Hein. C'est important d'expliquer d'où viennent ces formules et surtout d'expliquer les limites de ces formules. Est-ce que les formules que vous utilisez dans votre manuscrit aux pages 34-35 sont-elles générales? Fonctionnent-elles pour toutes? Sont-elles valides pour tous les mécanismes existants? Je sais qu'il y a des... Y a-t-il des limites dans l'utilisation de ces formules? Je sais que Monsieur Gogou a beaucoup travaillé dessus. Oui. Il y a beaucoup de... Du coup aussi, avant Monsieur Gogou, beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus. Je me souviens plus les cas où elles sont valides ou non valides. Mais je sais que c'est important, vous citez les travaux de professeur Gogou, effectivement, qui a beaucoup travaillé sur ces notions de détermination du nombre de degrés de liberté, de nombre de degrés de liberté, de mobilité, de connectivité, d'hyperstatisme, toutes ces notions, effectivement, que Grégor a beaucoup utilisées, et vraiment définies pour certaines d'entre elles. Effectivement, la littérature est très riche sur le sujet. Mais il faut savoir que ces formules présentent des limites. Oui. Et avant de les appliquer à des machines telles que celles que vous avez utilisées, c'est toujours important de vérifier si elles sont bien applicables à ces machines. Ouais. Et ça, vous ne le faites pas. Je sais pas, Voilà, donc c'est juste, alors, donc, pareil, là vous utilisez cette formule, dans la littérature, voilà, c'est juste une remarque. Et là où je vais revenir par rapport à la définition de l'hyperstatisme, généralement, si vous avez des mécanismes qui sont hyperstatiques, en réalité, donc vous obtenez ce que j'ai bien aimé dans le chapitre 3, le chapitre 3 ou 4, dans le chapitre 4, pardon, c'est quand vous déterminez les conditions, effectivement, de satisfaction des contraintes, en d'autres termes, les conditions d'assemblage de votre machine. Oui. Vous obtenez des conditions d'assemblage, mais dans la vraie vie, ces conditions sont-elles respectées ou ne sont-elles pas respectées? Alors, dans la vraie vie, on va être dans des... Alors, ma modélisation est réalisée avec l'hypothèse des solides rigides. Oui. On s'intéresse que à la géométrie. Dans la réalité, tout corps a une certaine flexibilité.
Tout à fait. Et du coup, ça va être les éléments de l'architecture qui vont reprendre les défauts dans certains cas pour pouvoir fonctionner, et s'il y a des contraintes qui sont trop importantes selon le type de contrainte, on peut avoir un blocage du système. Voilà. Ou Donc, non effectivement, donc ça, je suis d'accord avec vous. Donc en réalité, lorsque vous avez une machine qui est hyperstatique, un mécanisme qui est hyperstatique, la raison pour laquelle on peut l'assembler, pour laquelle il peut bouger, c'est qu'en réalité, soit les corps se déforment, Oui. soit il y a des jeux dans le mécanisme. Oui, Des oui. jeux qui peuvent être fonctionnels par ailleurs. Oui. Hein. Et ça, bon, effectivement, encore une fois, vous n'en parlez presque pas, voire pas du tout dans votre manuscrit. C'est dommage, parce que en réalité, les deux machines que vous avez étudiées, moi je pense, soit il y a eu des degrés de liberté de rajouter, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure à professeur Laverne, dans le sens où il y a des degrés de liberté qui ont été volontairement rajoutés par le constructeur de manière à réduire le degré d'hyperstatisme afin d'avoir un meilleur fonctionnement de la machine. Ça, c'est peut-être l'une des raisons. Ou alors, tout simplement, la machine fonctionne parce qu'il existe des jeux dans la machine, ou alors les pièces se déforment. Et du coup, là, donc ça, je pense que c'est important, même si au final, vous utilisez un modèle rigide, hein, et il n'y a rien de mal à cela, c'est quand même important de présenter de bien présenter les hypothèses que vous faites. Oui, c'est vrai que l'hypothèse des... Et ça, vous n'avez pas présenté non plus. Elle n'est pas... Ni dans le manuscrit, ni aujourd'hui dans la présentation. Non. Hein. Et du coup, après, ce sont des notions, on peut pas tout étudier, mais je pense que si ce travail était à refaire ou à compléter, moi je pense qu'une étude très intéressante serait de mener une analyse de sensibilité. De voir à travers, vous listez tous les défauts possibles, hein, déjà géométriques et élastiques, et avant même, généralement, quand on fait de l'identification, forcément, en amont, on fait une modélisation, telle que vous l'avez faite, mais avant d'arriver à la phase d'identification, on mène également une analyse de sensibilité pour savoir quels paramètres on va réellement pouvoir identifier. Hein. Oui. Et je pense que cette partie, ce serait bien, en complément de ce que vous avez fait, de mener une telle étude pour étudier, à travers tous les défauts qu'une telle machine peut avoir, toutes les sources d'incertitude qu'elle peut avoir, étudier l'effet de chaque source d'erreur. D'accord. Je pense que voilà. Donc là, mais par contre, on est d'accord sur le fait que vous utilisez un modèle rigide, mais en réalité, une machine ne sera jamais rigide. Oui. Donc, une solution, par contre, si vous avez une machine qui est rendue isostatique, hein, peut-être que c'est ce qui a été fait peut-être finalement pour la trimule, hein, je ne la connais pas en détail, et bien dans ce cas, vous n'avez pas besoin de prendre en compte les élasticités. Par contre, concernant la triptyore, moi je pense que les élasticités ou les jeux peuvent ne pas être négligeables. Au niveau de la rigidité de la structure de la triptyore, c'est Bonnemin qui a travaillé dessus dans les thèses. Vous dites sur la triptyore. Oui. Bonnemin a travaillé sur la rigidité justement de la structure, de l'architecture. Et alors, qu'est-ce que disent ces travaux? Est-ce que as-tu travaillé sur la souplesse, sur la raideur de la machine, vous dites? Oui. J'ai pas eu le temps de les relire. Mais globalement, dans ces travaux, où sont situées les souplesses? Au niveau des éléments, pas au niveau des liaisons. Au niveau des corps? Ouais, si je me souviens bien. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Très bien, voilà, donc c'est intéressant. Voilà, donc j'ai une autre question maintenant, je ne vais pas prendre trop de temps, on pourra en discuter pendant beaucoup de temps, mais je vais quand même limiter mon nombre de questions. J'ai une autre question par rapport à, donc toujours concernant le modèle géométrique. Donc j'ai vraiment bien apprécié la manière dont vous présentez, dont vous amenez les choses, avec des figures qui sont toujours d'excellente qualité. Et par contre, effectivement, je ressens même à la lecture de votre manuscrit une certaine frustration, et aujourd'hui d'avoir cette variable que vous appelez, alors je ne sais plus comment vous la nommez, la état 2, état 2 ou 2, hein, qui cette variable passive que vous traînez et que
et qui vous force à passer par une résolution numérique. Oui. Voilà. Et donc là, je reviens un peu. Donc vous parlez de résolution numérique, mais vous ne parlez pas de temps de calcul. Non, Est-ce que, dans ma question, donc vous parlez du modèle utilisé dans la bête commande de la machine. Mm. Hein, donc c'est le modèle de Pitcher, c'est ça, Pitcher? Oui, Putchler, oui. Pitcher, pardon, Pitcher. Et ensuite, vous proposez un modèle en parallèle. Mhm. Est-ce que votre motivation à terme, c'est de remplacer le modèle de Pitcher dans la bête commande par votre modèle, oui ou non? Alors, je suis. L'idéal, ça serait justement, oui, de réussir à mettre un modèle explicite dans la commande numérique pour pouvoir réduire le temps de calcul de la commande numérique et tout ça. Ce qui n'est pas. Mais dans la bête commande aujourd'hui, est-ce que c'est le modèle géométrique direct qui est utilisé ou le modèle géométrique inverse? J'ai pas beaucoup regardé ce qui est intégré. Je crois que c'est le modèle géométrique inverse. D'accord, je pense aussi. Du coup, là, aujourd'hui, est-ce que le temps de calcul, c'est quelque chose que vous cherchez à réduire considérablement? Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que du coup, si vous utilisez le modèle géométrique direct Oui. dans la bête commande de la machine, là, ça devient important d'avoir un temps de calcul qui soit vraiment faible. Oui. Hein? Et je me posais la question de savoir si effectivement vous recherchez vraiment à réduire considérablement ce temps de calcul, ou alors ce qui vous importe, vous, c'est d'avoir une précision d'estimation de la pose, de la situation de la plateforme. Après, le modèle géométrique direct est au nominal. Il est au nominal, du coup, il ne sera pas forcément très. Comment dire? On va pas forcément chercher à réduire le temps de calcul. La précision, la précision, on l'aura plus quand en introduisant les défauts identifiés, identifiés par le modèle que j'ai présenté en deuxième partie, dans le modèle explicite, s'il était au complet. D'accord, donc pour réutiliser vos résultats, premièrement, il faut que vous puissiez modifier le modèle géométrique de votre robot dans la bête commande de votre ETR. Et par ailleurs, il faut que vous puissiez modifier les valeurs des paramètres que vous avez identifiés. Ouais. Oui. Après, et ça aujourd'hui, est-ce que la bête commande est ouverte, est suffisamment ouverte pour que vous puissiez le faire ou non? J'ai pas regardé si elle était ouverte, mais je ne crois pas qu'elle soit ouverte. C'est clairement pas elle est encore en. Il n'y a pas de commande numérique ouverte à côté de la commande numérique constructeur. D'accord. Ok. Bon, j'ai encore posé 2-3 questions. Je passerai la parole à Monsieur le Président. Voilà, donc je reviens maintenant à la partie modélisation. Ce que j'ai trouvé un peu surprenant, c'est que vous... le chapitre, là, je parle du chapitre 4, qui parle de la modélisation géométrique intégrant les défauts. Oui. Et donc là, vous avez pour modéliser les défauts, ou pour les... La première question, j'ai eu du mal à voir comment vous avez listé tous les défauts. Comment avez-vous défini les défauts que vous souhaitiez prendre en compte, ou qui ont été pris en compte? Comment les avez-vous énumérés? Avez-vous cherché à être le plus exhaustif possible, ou avez-vous cherché à modéliser les défauts qui vous semblaient les plus influents sur la situation de la plateforme, de l'effecteur? On s'est vraiment cantonné aux défauts sur chaque pièce, les unes après les autres. D'accord. Entre les liaisons. Et on s'est vraiment focalisé sur, on est en 3 dimensions. On va avoir 3 défauts d'orientation et 3 défauts de position. Mais une fois qu'on a ces défauts-là, on va réduire ce nombre le plus possible. Du coup, à 4, quand on est sur une liaison
pivot, si je me souviens. Oui, une liaison pivot, et à 2 si on est sur une liaison glissière. D'accord. Du coup, on a 2 paramètres qui vont être d'orientation. Le IJ ou le K, étant donné qu'on a un vecteur qui va être normé, on a besoin de connaître que 2 paramètres, et le troisième va se déterminer par la normalisation. Et au niveau de au niveau de la position, on va aller chercher la distance entre les 2 axes, entre l'axe Z de la pièce précédente et l'axe Z de l'invariant. L'axe de l'invariant de la liaison. Et en faisant ça, est-ce que la question que je me pose, donc là, je pense que vous cherchez à être le plus exhaustif possible, mais au final, n'avez-vous pas des défauts qui sont redondants? Par exemple, dans une jambe, si vous faites cela, parce que du coup, l'idée, ce que vous souhaitez à terme, dans le chapitre 5, c'est vous cherchez à identifier les valeurs de ces défauts. Oui. Et du coup, en listant les défauts tels que vous l'avez fait ici, tels que vous l'expliquez, n'arrivez-vous pas à une situation où certains défauts sont redondants? En gros, vous avez 2 défauts qui, finalement, d'un point de vue que vous ne pouvez pas dissocier via l'identification, parce qu'ils ils produisent le même effet, exactement le même effet sur la situation de l'effecteur. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas cherché à voir. Du coup, là, on parle en calibration géométrique, on parle d'identifiabilité des paramètres. Oui. C'est vraiment très intéressant de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire de modéliser tous les défauts, mais a posteriori, une fois que vous avez fait ça, c'est important d'étudier l'identifiabilité des paramètres afin de garantir ou de vérifier que ces paramètres, vous allez bien pouvoir les identifier indépendamment. En fait, on l'a fait un petit peu a posteriori. D'accord. En cherchant le rang de la jacobienne de l'identification. On a le rang de la jacobienne qui est égal au nombre de paramètres que l'on avait à identifier. Et du coup, on a Alors, il y a 2 choses. Le rang de la jacobienne, c'est une chose, mais est-ce que vous avez étudié également le conditionnement de la jacobienne? Le conditionnement aussi, on l'a étudié. Il a une valeur quand même encore assez importante, mais j'ai fait un test aussi a posteriori, en ayant des paramètres qui sont redondants, et le conditionnement était beaucoup plus important que le conditionnement quand on a le bon nombre de paramètres. On a toujours un conditionnement, si je me souviens bien, aux alentours de 2000. Voilà. Ok, donc ça c'est important. En fait, on diverge vers la dernière question que je voulais vous poser. Mais avant de revenir à la partie d'identification, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi. Donc là, pour modéliser tous ces défauts, vous avez utilisé les matrices de transformation homogènes. Et pourquoi n'avez-vous pas utilisé les tenseurs des petits déplacements? Ce qui est couramment fait, en fait, en robotique, généralement, pour modéliser les défauts, on n'utilise pas les matrices de transformation homogène, on travaille pas dans grand SE3, mais on travaille dans petit SE3. Dans l'espace petit SE3. L'espace petit SE3, c'est l'espace des petits déplacements. Et ça facilite. Utiliser la théorie des torseurs pour modéliser les petits défauts, ça facilite grandement la modélisation. Et notamment également l'expression des contraintes de fermeture. Alors, j'ai utilisé les matrices homogènes parce que ça me paraissait être le moyen le plus simple de travailler avec MATLAB, entre autres, pour avoir du coup de pouvoir utiliser le formalisme des matrices qui est la base de MATLAB. Et je connaissais les torseurs des petits déplacements, mais
pour moi, ça me semblait plus logique d'utiliser les matrices homogènes. Entre D'accord. ça et, C'est vrai qu'on MATLAB. en robotique, on est plus habitué à utiliser les matrices de transformation pour décrire des grands déplacements, des grandes. Par contre, dès lors qu'on parle de défauts, de petites erreurs, moi je considère que c'est quand même beaucoup plus pratique de travailler avec les tenseurs, avec les tenseurs des petits déplacements. Oui. Et ça facilite quand même grandement l'expression les fermetures de chaînes. Hein. Oui. Je le connaissais et j'ai pas pensé à l'utiliser. Dernière question, j'en aurais plein d'autres, mais je ne veux pas trop déborder. Dernière question, qu'est-ce que vous entendez par l'équation dans le slide 31 votre slide 31. Alors, le slide 31. Donc c'est sur la stationnarité. Pareil, dans votre manuscrit, vous présentez cette équation sans dire d'où elle vient. Et j'ai pas bien compris sa signification. Alors, et ça sera ma dernière question. D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec cette équation? Alors, cette équation, ça nous permet de voir les paramètres qui vont faire varier c'est très proche de la sensibilité. D'accord. Sauf qu'on va pas chercher à voir l'influence d'un paramètre sur le modèle au complet. On va juste aller chercher des contraintes sur les différents paramètres. C'est quasiment ça revient quasiment à la sensibilité, sauf que c'est l'utilisation qu'on en fait après qui n'est pas la même. Mais est-ce que cette stationnarité, pour vous, elle doit être est-ce qu'elle est toujours nulle? Oui. J'ai oublié le égal à 0. Oui, déjà de base, en fait, les équations de fermeture du modèle géométrique doivent être nulles. Du coup, le fait de les dériver doit... Donc là, en d'autres termes, les termes de cette équation, ce sont les termes des matrices jacobiennes de sensibilité. Si je me souviens bien, oui. Si je me souviens. Ok. Très bien. Je vous remercie de vos réponses à mes questions. Et puis je tiens à vous féliciter encore pour vos travaux, pour la qualité de vos travaux. Et puis je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci Stéphane pour vos questions. On va passer la parole maintenant à Fabien. Dis Fabien, si tu peux y aller.